Je vous propose d'accueillir le professeur Kerboul pour inaugurer la première session de travail qui va nous parler du plan greffe 2022-2026. Le voici qu'il arrive. Il n'y a pas le... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être présent parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup, l'outil indispensable. Merci. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie bien évidemment le comité d'organisation de nous avoir permis de venir vous présenter un petit peu, de façon plus explicite, le plan greffe. Merci à Michel d'avoir introduit les propos, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite. Puis effectivement, moi aussi, j'ai une pensée pour Madame Corteboucher. J'espère qu'elle a pris le bon aiguillage. Alors, avant de parler plan greffe, il faut toujours se tourner vers le passé, vers le bilan. Donc, vous le connaissez, ce bilan, il est caractérisé par l'évolution du nombre de donneurs en mort encéphalique recensés et prélevés, et le nombre de donneurs Maastricht 3 prélevés. Donc, vous avez ici, sur ce graphique, l'évolution en abscisse du nombre d'années, l'évolution du nombre de donneurs recensés en vert, l'évolution du nombre de donneurs prélevés en bleu. Il s'agit de donneurs en mort encéphalique ici. Ici, vous avez l'évolution du nombre de donneurs prélevés grâce au protocole Maastricht 2, puis Maastricht 3. Donc on voit très rapidement une évolution triphasique de cette activité. Une première ascension importante avec un doublement quasiment de l'activité de recensement en près de 20 ans. Une deuxième phase de plateau légèrement décroissant avant la crise sanitaire. Et puis, bien évidemment, une décroissance forte de l'activité de recensement et de prélèvement durant la crise sanitaire 2020-2021, avec une année 2021 qui est bien meilleure que celle de 2020, fort heureusement. Concernant l'activité Maastricht, donc une activité qui a démarré aux alentours de 2004-2005 pour le Maastricht 2, puis 2014-2015 pour le Maastricht 3, clairement une activité croissante et qui n'a jusqu'à présent, et Michel vient de le signaler, pas connu la crise, avec une activité qui est relativement importante, puisqu'on le reverra tout à l'heure. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est près de 490 greffes d'organes qui ont eu lieu à partir de Maastricht 3 depuis le début de l'année, soit environ 12% de l'activité de greffe donneurs décédés, ce qui n'est pas négligeable. Alors voilà l'activité de Maastricht 3 telle qu'elle évolue depuis quelques années. Donc l'évolution du nombre de donneurs recensés par année, donc avec une croissance quasi exponentielle. L'évolution du nombre de donneurs prélevés, on voit bien que la croissance là aussi est importante, mais vous voyez bien que les deux courbes ne sont pas parallèles. Donc le taux de conversion est plus bas, et Michel le signalait. Ce taux de conversion qui s'altère actuellement, il est dû à deux facteurs importants. L'élévation des taux d'opposition et les difficultés d'accès à la CRN, cannulation et maintenance de la CRN, raison pour laquelle nous devons travailler sur les deux thématiques pour rectifier le tir et améliorer nos taux de conversion. Voyez l'évolution du nombre de greffes réalisées à partir de Maastricht. Les premières greffes pancréatiques ont été réalisées à partir de Maastricht, et vous voyez qu'aujourd'hui, on est en capacité d'assurer des greffes pulmonaires de qualité à partir de ces donneurs après arrêt circulatoire et respiratoire permanent. Alors, parlons un peu de crise Covid. On n'est pas encore complètement sorti de la crise sanitaire. Malheureusement, vous savez qu'aujourd'hui, en réanimation, 21% des lits de réanimation sont encore occupés par des patients Covid sévères. On est en plateau actuellement. On espère que ce plateau va bien évidemment décroître, c'est l'objectif. Mais regardez l'impact de la crise sanitaire sur l'activité de prélèvement, à la fois donneur en mort encéphalique, mais également l'activité de prélèvement Maastricht 3. Et puis vous avez en grisé les différents pics de crise sanitaire avec la saturation des lits de réanimation de soins critiques. Donc clairement, il y a quand même un point de liaison fort entre la saturation des lits de réanimation et notre activité de prélèvement et de greffe. Globalement, aujourd'hui, sur l'activité Maastricht 3, on est aux alentours de 15 prélèvements par mois. On retrouve globalement les chiffres d'avant-crise. Et globalement, sur l'activité donneur décédé, on était en 2019 aux alentours de 140 prélèvements par mois. On est aujourd'hui aux alentours de 138. Donc on voit bien qu'on est en train de rejoindre les standards de l'activité 2019. Avec ce qui est intéressant, c'est que depuis maintenant quelques mois, une ascension très forte de l'activité de prélèvement issus de donneurs en mort encéphalique. Et vous verrez que cette ascension elle est importante parce que les autres pays d'Europe sont plutôt dans la décroissance d'activité actuellement.
L'activité de greffe, bien évidemment, elle est, comme le disait Michel, complètement corrélée à l'activité de prélèvement. Et notre message, il est clair, hein. Pas de greffe sans prélèvement. Donc si on veut greffer aujourd'hui en France, la seule solution, c'est de, bien évidemment, renforcer le prélèvement. Donc l'activité de greffe suit bien évidemment l'activité de prélèvement, la première croissance, la première décroissance et puis l'activité Covid. Donc avec en 2021 près de 5276 greffes qui ont été réalisées, 4420 en 2020 et puis 5900 en 2019, ce qui est bien évidemment un objectif qui ne sera pas atteint, y compris cette année. Alors on ne peut pas parler de greffe sans parler de liste d'attente. Vous avez ici l'évolution de la liste nationale d'attente des patients inscrits en attente d'une transplantation d'organes, notamment la liste d'attente dite active, celles et ceux qui sont inscrits sur Cristal et qui sont donc appelables à tout moment, avec une croissance linéaire depuis au moins 2016, une croissance qui se ralentit un petit peu entre 2020 et 2021. Heureusement, l'activité de greffe qui avait largement décru cette année-là est repartie à la hausse de façon très importante. Aujourd'hui, on est encore dans une phase de pénurie, mais on a, grâce à la reprise d'activité, notamment l'activité de transplantation hépatique, permis de corriger le tir, puisque au début de la crise sanitaire, en 2020 puis 2021, nous avions une surmortalité significative des patients qui étaient listés en attente de greffe hépatique, par défaut de greffon, bien évidemment, et puis aussi par défaut d'accès à la greffe, et puis suivi Covid sévère. Vous avez ici la mortalité, l'évolution de la mortalité des patients en liste d'attente de greffe. Donc on était aux alentours de 6 à 700 patients en attente qui sont décédés. Et puis évidemment une augmentation assez significative lors de la crise sanitaire, en lien bien évidemment avec les infections sévères par le Covid. Un petit plateau déclinant d'environ 2%, et on espère qu'en 2022, bien évidemment, les chiffres vont s'améliorer à la faveur, bien évidemment, de la politique de vaccination d'anticorps monoclonaux et le développement des antiviraux qui sont maintenant à disposition des patients en attente, mais également des patients qui sont transplantés d'organes. 2 mots sur l'activité tissu. L'activité tissu n'a finalement pas trop connu la crise, n'a pas trop été pénalisée par la crise. Vous avez l'évolution ici de l'activité tissu par an, quel que soit le type de tissu représenté ici, avec le nombre de cornées ici, et puis les autres tissus. Donc il y a eu effectivement une baisse d'activité tissu en 2020, puisqu'il y a eu une baisse de l'activité de prélèvement d'organes, donc les deux sont liés. Et puis un redémarrage à la hausse de cette activité tissu en 2021, et globalement, en 2022, on devrait être dans ces chiffres-là, voire un petit peu meilleur. Donc on voit bien qu'on est en train de rectifier le tir là aussi. Alors le bilan 2021, le voilà, 5276 greffes, 4754 greffes de cornée. Les chiffres principaux sont notés ici. Donc l'activité 2021 était quand même une activité qui nous permettait de donner de l'espoir, notamment à nos patients en attente. Alors qu'en est-il des 10 premiers mois de l'année 2022 ? Donc on est le 9 novembre, donc on est vraiment up-to-date. Je vous fais grâce des 8 premiers jours du mois de novembre, évidemment. Donc la couleur est importante. Donc vous avez en rouge l'activité 2022, en bleu clair l'activité 2021, bleu foncé l'activité 2020, et globalement en vert clair l'activité 2019 et année antécédente. Donc ici recensement SME, ici prélèvement SME. Globalement le bilan en 2022, à l'heure où je vous parle, c'est 125 donneurs supplémentaires recensés et donc une cinquantaine de donneurs supplémentaires prélevés, ce qui fait en gros une hausse d'environ 4% du prélèvement des sujets en mort encéphalique, ce qui est plutôt intéressant et conforme à ce qu'on s'est fixé dans le cadre du plan greffe. Les taux d'opposition, Michel en a parlé déjà. Donc les taux d'opposition, c'est un vrai problème. Globalement, l'évolution des taux d'opposition, à l'heure où je vous parle, on est à 32,8 sur le SME, 32,6 l'année dernière, donc on est quasiment équivalent. On est déjà un petit peu en dessous de 2020, mais on n'est pas tout à fait au niveau 2019, en sachant que les 3 derniers mois sont très encourageants, puisque sur les 3 derniers mois, donc octobre, septembre et août, nous enregistrons une baisse significative des taux d'opposition SME, avec des taux d'opposition SME qui sont quasiment identiques aux taux d'opposition SME 2019, probablement en lien avec notre modification de communication, l'arrivée du plan greffe, et puis le renforcement de l'information et des formations qui sont en cours. Donc on espère qu'en fin 2022, on aura enfin un taux d'opposition SME qui sera inférieur aux années précédentes. On devrait se situer, je pense, aux alentours de 32,5. Alors il reste bien évidemment du travail, mais avant de commencer à décroître les taux d'opposition, il faut déjà commencer à les stabiliser. Et puis l'âge moyen des sujets prélevés, vous l'avez ici, on est aux alentours aujourd'hui de 57 ans. Vous savez que cet âge moyen des sujets prélevés ne cesse de croître depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on atteint un plateau, 57 ans, on était un petit peu plus bas en 2020, signe que l'accès en réanimation des patients et de nos concitoyens les plus âgés, il n'a pas été si évident que ça.
Donc il est important de surveiller cet âge moyen. Alors qui dit augmentation de l'âge moyen, bien évidemment, dit augmentation des comorbidités, augmentation du nombre de patients donneurs potentiels à critères élargis. Donc c'est aussi un élément qu'il nous faut prendre en compte dans la qualification et la répartition de nos organes. 2 mots sur le Maastricht 3, j'en ai déjà parlé. Vous reprenez les mêmes couleurs. Recensement Maastricht 3 ici sur la gauche, prélèvement Maastricht 3 ici sur la droite, avec une augmentation du recensement de près de 10%, mais malheureusement une augmentation du prélèvement qui est un peu moins importante, qui est proche du prélèvement SME de 4%, en lien avec une augmentation très significative des taux d'opposition et également une augmentation très significative des difficultés de cannulation. Donc là, il y a un gros travail, comme le disait Michel, qui est en cours, dont j'espère les résultats d'ici la fin d'année, ce fameux groupe de travail CRN qui nous permettra probablement d'harmoniser à terme les procédures de gestion de la CRN, qui est une technique, bien évidemment, qu'il faut maîtriser pour essayer d'avancer. Alors là, j'ai oublié les chiffres, mais à culpa, donc on est sur 487 organes greffés issus du Maastricht 3 depuis le début de l'année, soit environ 12% des greffes donneurs décédés. Je rectifierai sur les diapositives que je transmettrai pour la diffusion, bien évidemment. En termes d'activité de greffe, voilà l'évolution de la greffe 2022. On est plutôt bien parti. On est aux alentours de 160 greffes supplémentaires en 2022 par rapport à l'année dernière sur les 10 premiers mois, avec une cinétique qui est quand même encourageante puisqu'on voit depuis que 3-4 mois qu'on colle maintenant à l'activité 2019, en dépit de la crise sanitaire qui perdure et en dépit des difficultés rencontrées dans les établissements de santé. Il y a une volonté de tous de maintenir cette activité de transplantation d'organes et le mérite vous en revient bien évidemment. L'activité de greffe donneur vivant, on a bien insisté sur ce plan quinquennal, je vous en reparlerai. Cette activité de greffe donneur vivant, elle est importante pour nous. L'objectif en 2026 est de 20% de greffe donneur vivant, notamment de greffe rénale donneur vivant. Aujourd'hui, on est à 16% de la totalité des greffes rénales qui sont issues de donneurs vivants, avec 500 de greffes l'année dernière. Probablement qu'on sera aux alentours de 510 greffes cette année. Mais on doit pouvoir faire mieux probablement en termes d'accès à la greffe donneur vivant. On a encore de grosses disparités régionales, avec des régions qui font déjà 36% de greffes donneurs vivants, puis d'autres qui font 4%. Donc il faut qu'on se mobilise pour que les régions qui font 4% fassent plus et qu'on ait un accès plus harmonisé à la greffe donneur vivant dans toutes les régions françaises. Alors c'est toujours bien de présenter les chiffres français, c'est toujours aussi bien de regarder ce qui se passe aussi en Europe. Alors j'ai pris quelques exemples parce que je pourrais vous parler de l'Europe longtemps, mais je crois que le temps est un petit peu compté. Les chiffres espagnols ici, vous savez que l'Espagne est souvent citée comme la référence en termes de prélèvement. Ils prélèvent autant que nous et ils sont 47 millions alors qu'on est 68 millions. Globalement, une chose importante en Espagne, vous avez ici l'activité de prélèvement SME en bleu, ici l'activité de prélèvement Maastricht 3 en rouge. L'activité de prélèvement SME en bleu a chuté en Espagne depuis 2019 de 38%. A contrario, l'activité Maastricht 3 a augmenté de 31%. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les deux activités sont en train de se croiser. Donc on voit bien qu'il y a une modification profonde du recensement et du prélèvement des donneurs décédés en Espagne. Ce n'est probablement pas la piste qu'il faut choisir en France. Aujourd'hui, en Espagne, quasiment un donneur sur 2 et quasiment un donneur issu de Maastricht 3. Regardons l'activité allemande. L'Allemagne réunifiée, 80 millions d'habitants, peut-être un peu plus. Regardez l'évolution de l'activité de recensement au cours du temps et de l'activité de transplantation au cours du temps avec des baisses significatives importantes de près de 8% en 2022 versus 2021. Et regardez l'activité de nos collègues suisses. Alors je parle souvent de la Suisse parce que vous savez qu'on a des conventions en Suisse, notamment sur les transplantations en super-urgence et les transplantations hépatiques. Là aussi en Suisse, donc évidemment plus petit pays, mais une baisse d'activité sur le second trimestre assez importante avec des taux de conversion qui s'effondrent et avec un nombre d'organes par donneur qui est tombé à 2,5 organes par donneur, alors qu'il était en moyenne à 3,5. Donc on voit bien qu'une grande partie des pays européens sont confrontés à de larges difficultés. Alors le plan ministériel, puisque j'étais là pour en parler, donc allons-y. Donc sur le plan ministériel, l'accouchement a été difficile, un peu dystoxique pour certains. On s'est basé, on est parti il y a plus d'une année maintenant sur une base de contributions écrites d'un peu tout le monde, hein, les professionnels de santé dont vous faites partie, les associations, les tutelles sanitaires, les administrations hospitalières, les sociétés savantes, bien évidemment. On a relu ces documents de façon méthodique. On a impliqué tous les responsables de l'agence et tous les collègues de l'agence qui ont participé à ce plan. Et ça aussi, c'était quelque chose de nouveau pour nous. Le 2 juillet dernier, on a réalisé une grande réunion de concertation. Il y avait beaucoup de monde, ça s'est plutôt bien passé.
On a travaillé ardemment sur ce projet de plan que l'on a présenté à notre ministère de tutelle. S'en sont suivis des allées, des venues, des allées, des venues, des allées, des venues, des modifications, des non-modifications, des accords, des désaccords. Bref, on a fini par valider ce plan. Le ministre a fini par valider ce plan le 9 mars dernier. Et ce plan a donc été présenté au conseil d'administration de l'Agence de la biomédecine par le ministère de tutelle le 15 mars dernier. Donc, il ne vous aura pas échappé que pour un plan de 2022, on est déjà un petit peu à la bourre. Alors, les stratégies de ce plan et globalement la synthèse de ce plan. Donc, globalement, le pilote stratégique, c'est l'agence, bien évidemment en lien avec les établissements de santé, les tutelles sanitaires, les ARS notamment. Ce plan nous engage à un suivi annuel des axes. Ça aussi, c'est très important, parce que si vous suivez un plan tous les 5 ans et que vous attendez la 5e année pour faire un bilan et que le bilan n'est pas bon, ben, malheureusement, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. La désignation des porteurs de projets référents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, y compris à l'agence, on a identifié ce que l'on appelle des pilotes de projets pour essayer d'avancer sur les principaux axes que nous souhaitons développer. Bien évidemment, en fonction de l'évolution de la situation, nous travaillerons à des mesures correctrices si nécessaire. Nous avons souhaité un suivi régional de cette activité, de ce plan, parce que la crise sanitaire nous a clairement démontré que les régions s'étaient comportées de façon différente, parce que l'épidémiologie des régions est différente, l'âge moyen de nos concitoyens qui habitent dans ces régions est différent, le niveau socio-économique aussi, les plateaux techniques hospitaliers sont différents, et donc il n'y a pas de raison de mettre en place un plan national qui régisse toutes les régions. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc, il y a une régionalisation de ce plan en lien avec les ARS, et Michel vous expliquait la nécessité de mobiliser les ARS sur ce plan greffe. Et puis, bien évidemment, on continuera à publier nos résultats chaque année, comme on le fait par l'intermédiaire du rapport annuel. Alors voilà les principaux axes. L'objectif, c'est augmenter le prélèvement multisource, donneurs décédés et donneurs vivants. C'est un objectif très ambitieux. D'autres pays nous ont dit « Ouais, mais les gars, non, choisissez et faites du donneur vivant ou du donneur décédé, mais les deux, quand même, vous êtes gonflés. » Non, ben oui, on est gonflés, donc on va y aller sur le donneur décédé, le donneur amorcéphalique, le Maastricht 3, et puis le donneur vivant, et puis on travaillera aussi sur le donneur croisé. On veut aussi, bien évidemment, renforcer la formation de nos équipes. Là aussi, gros travail pour renforcer encore la formation de nos équipes, renforcer les audits des coordinations hospitalières. On a un joli travail qui vient de se terminer à l'agence, qui va probablement être publié rapidement, qui corrèle, c'est assez intéressant, les taux d'opposition aux sous-effectifs infirmiers dans les coordinations. En clair, moins il y a d'infirmières dans les coordinations, plus les taux d'opposition s'envolent. Tiens donc, c'est intéressant. Il y a aussi, dans ce même travail, le fait qu'il prouve aussi que quand on a des difficultés d'accès à la formation dans ces coordinations, là aussi on a des taux d'opposition qui montent. Donc l'objectif, c'est d'avoir des coordinations au niveau, mais des coordinations au niveau qui soient formées et qui évidemment participent aux entretiens en étant formés, sinon, vous en conviendrez, ça ne sert pas à grand-chose. On veut souhaiter optimiser les financements, bien évidemment. Michel en a parlé, et soutenir la recherche. Enfin, on travaille bien évidemment sur une communication qui est un petit peu différente, qui est plus régionalisée, avec des messages peut-être un petit peu plus positifs. Tous donneurs, tous receveurs, au moins c'est clair. Et on essaie d'avancer sur ces messages-là. Ici, un exemple du plan greffe. Donc vous voyez, les actions ont été déclinées de façon synthétique et opérationnelle. Hein. Il n'y a pas de grand verbiage technocratique, philosophique. Hein. C'est sujet, verbe, complément. Donc si on ne suit pas les injonctions qui nous sont données, je pense qu'on aura à un moment des comptes à rendre. Voilà, au moins c'est clair, c'est écrit, c'est diffusé, il n'y a pas de souci. On en a déjà parlé. Ce qui nous intéresse aussi, donc bien évidemment, je vous en ai parlé, c'est le prélèvement multisource. C'est bien évidemment la révision des modalités de financement à la hausse, le forfait prélèvement, le forfait greffe, ça c'est prévu pour 2023. L'accentuation de la formation des professionnels de santé, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur à l'agence. Le pilotage régional, j'en ai déjà parlé. Puis il y a aussi quelque chose qui nous tient à cœur, c'est la mobilisation des IPA pour poursuivre la professionnalisation des coordinations, leur renforcement quantitatif et qualitatif, mais également le suivi des cohortes de greffés. La crise sanitaire nous a clairement démontré que les équipes de transplantation étaient en difficulté dans ce suivi des cohortes de greffés. Donc à un moment, quand vous doublez votre cohorte de suivi de greffés, vous n'avez que rarement la possibilité de doubler votre cohorte de médecins pour les suivre. Donc à un moment, il faut trouver des solutions pour qu'il y ait un accès à la greffe, une augmentation de l'activité de transplantation, mais également un suivi de qualité, parce que greffer pour greffer, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis, on avancera sur des indicateurs de performance. J'ai presque terminé. Ces indicateurs de performance, ils sont là
vous entendrez parler des couloirs de normalité. On s'est fixé des objectifs qui sont des objectifs ambitieux et réalistes. Pour ce qui est des couloirs de normalité, on a fixé des objectifs quantitatifs. Donc certains nous ont dit « Ah ouais, la culture du chiffre, tout ça, allez, ça y est, c'est parti, l'agence s'y met, tout ça, tout ça. » Oui, on s'y met. Oui, on s'y met parce que si on ne se fixe pas un objectif numérique, il y a peu de chances que grand-chose se passe. Ici, les couloirs de normalité sur les donneurs en mort encéphalique en termes de prélèvement. Ici, sur l'activité de greffe. La courbe bleue, c'est la courbe réaliste. La courbe orange, c'est la courbe optimiste. D'aucuns diraient la courbe des associations. Donc ici, l'évolution, elle est bien évidemment croissante. L'objectif est de faire mieux que ce qu'on faisait, bien évidemment, en 2021. On est parti sur des chiffres d'activité 2021. Il ne vous aura pas échappé qu'on avait bien intégré que la crise sanitaire n'allait pas s'arrêter au 1er janvier 2021 et qu'il y aurait un effet post-Covid sur les établissements de santé. Donc, on est resté assez peu exigeant sur les 2 premières années, histoire de laisser les établissements de santé se réorganiser et souffler un petit peu. Et je crois qu'on a été plutôt bien inspirés, mais ça a été un long combat avec le ministère pour cette partie-là, parce qu'il y avait un souhait du ministère que la croissance soit beaucoup plus importante en 2022. Donc, clairement, on a été écouté sur ce point, et je remercie Mme Cortot de m'avoir soutenu sur ce point-là. On a encore du travail, on doit avancer sur le M3. L'objectif, c'est 65 centres conventionnés, parce que plus il y a de centres conventionnés M3, plus on prélève. On est aujourd'hui à 50, donc on est plutôt tranquille. Hein. Globalement, l'activité M3, vous avez le nombre de donneurs décédés prélevés par 1000 décès hospitaliers sur le M3. Donc, quand c'est rouge, c'est très bon. Quand c'est très clair, c'est pas bon. Donc, ça veut dire que sur les régions où c'est très clair, il faut ouvrir des centres M3 et on attend que les CHU se mobilisent sur cette activité M3. Les CHU parisiens, quelques CHU du centre de la France. Les CHU du sud de la France sont en train de s'y mettre, notamment Montpellier. Donc, on a clairement l'envie d'avancer sur l'activité Maastricht 3 pour justement justifier ce prélèvement multisource. Un des objectifs du GT national CRN, le voilà, c'est que vous avez ici l'évolution au cours du temps du nombre d'accidents CRN. On voit très bien que cette évolution au cours du temps du nombre d'accidents CRN, elle ne cesse de croître et d'embellir. Alors vous allez me dire, ouais, c'est facile, comme vous augmentez le nombre de CRN, vous augmentez le risque d'un échec de CRN. Ok, d'accord, mais aujourd'hui les taux de conversion diminuent. Et les taux de conversion diminuent, pourquoi? Parce que les échecs de CRN augmentent, notamment en lien avec la cannulation percutanée. Aujourd'hui, on a identifié qu'on avait 3 fois plus de risques d'échouer à la CRN quand on cannulait en percutané que quand on cannulait en chirurgical. Et puis les taux d'opposition, attention, les taux d'opposition aussi augmentent actuellement dans le contexte du Maastricht 3, et je dirais même qu'ils augmentent plus vite que le SME, alors que l'activité SME est en train le taux d'opposition SME est en train de diminuer actuellement, comme je vous le signalais. Voilà l'exemple de l'évolution des taux d'opposition Maastricht 3 et SME. Ici, l'évolution des taux d'opposition en bleu en SME. Ici, les taux d'opposition en bleu sur le Maastricht 3. On voit très bien et très clairement qu'il y a un lien direct entre les taux d'opposition et les taux de conversion. Plus les taux d'opposition sont bas, plus les taux de conversion sont hauts et vice-versa. Vous voyez l'évolution actuellement des taux d'opposition sur le SME. Une évolution qui est quand même très enthousiasmante. Sur le Maastricht 3, il y a du taf. Alors, on améliorera les taux de conversion, mais on ne l'améliorera pas tout seul. Il faut qu'on unisse tous nos efforts, bien évidemment. Donc, on a l'objectif de s'approprier les filières de soins, et ça, on compte sur les coordinations, parce qu'on sait aujourd'hui que la crise sanitaire a désorganisé l'établissement de santé et que tous les patients potentiellement donneurs ne sont plus en réanimation. Il faut aller les chercher dans les UNV, dans les services d'accueil d'urgence, dans les SAUV, dans les services de pédiatrie, dans les services de médecine, et il ne suffit pas de se contenter du tour en réanimation, ça ne suffit pas. Les patients vont parfois décéder dans d'autres services, y compris dans les services préhospitaliers d'ailleurs. Donc ça, c'est une chose importante. On va moderniser Cristal Action, c'est trop compliqué, il faut savoir ce qu'on veut, il faut simplifier tout ça. On va mettre en place le GT abord anticipé pour essayer d'harmoniser les procédures d'abord anticipé là aussi. Et on va finaliser les conclusions du GTCRN dont je vous ai parlé. Ça, c'est vraiment très important. En travaillant sur les taux d'opposition, et pour travailler sur les taux d'opposition, il faut travailler sur les leviers que nous avons à l'agence, la formation des professionnels de santé, les audits des coordinations hospitalières de prélèvement d'organes et de tissus. Ça, c'est vraiment très, très important. Bien évidemment, on travaillera à notre message de communication aussi, et on veillera à l'adéquation entre les effectifs théoriques et les effectifs réels des coordinations, parce qu'il y a un lien étroit et direct entre ces effectifs et les taux d'opposition dans ces coordinations. Et bien évidemment, on continuera à réhabiliter les organes issus de donneurs à critères élargis, puisque vous le savez, l'âge moyen est en train de s'élever, les comorbidités donc augmentent de la même façon.
Voilà l'objectif des audits pour l'agence. Donc 36 audits en 2023, 35 en 40 en 2024 et pareil jusqu'en 2027. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2026, toutes les coordinations auront été auditées au moins une fois. Et on va prioriser les coordinations qui n'ont pas été auditées depuis plus de 8 ans ou celles qui sont en difficulté. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'aller en appui des coordinations qui sont en difficulté parce que finalement, celles qui vont bien, elles vont bien. Donc l'objectif, il est là. Alors, bien évidemment, je demande beaucoup de taf à mes collègues de la DPGOD parce qu'ils n'ont pas été renforcés sur le plan des effectifs et je vais leur demander 30% de plus d'audit. Donc forcément, ils sont conscients des efforts que je leur demande et ils vont répondre présent. L'objectif, c'est qu'on soit vraiment en appui de ces coordinations, en appui des établissements de santé et qu'on puisse ensemble tenter de trouver des solutions. Les audits ne sont pas des audits de sanctions, ce sont des audits d'appui. Donc ce sont des audits qui se veulent être bienveillants, mais qui se veulent aussi pouvoir ouvrir les yeux des équipes, mais également des tutelles administratives, et je crois que ça c'est important. On a des objectifs régionaux, donc les objectifs régionaux, ils sont issus des objectifs nationaux, bien évidemment. Il y a une nécessité, bien évidemment, de suivre ces objectifs régionaux. Les trinômes de l'agence, secrétariat, médecins, infirmières sont à votre disposition. Les référents ARS ont été nommés dans quasiment toutes les régions, une exception le Nord-Pas-de-Calais, il me semble que l'Aquitaine aussi, et puis la Martinique de tête. Mais on y travaille. Les objectifs régionaux ont été déclinés pour bien évidemment chaque région. Des réunions de pilotage auront lieu et vous serez bien évidemment tenus informés. Et puis les bilans semestriels sont réalisés au sein de l'agence. Nous sortons d'un reporting régional semestriel qui a eu lieu. Merci beaucoup. Ça, c'est pas cool du tout par contre. Ah, merci. D'accord, ok. C'est pour me déstabiliser en fait. J'ai presque fini. Donc les couloirs régionaux, ils existent. Donc toutes ces courbes-là que je vous ai montrées au niveau national, elles existent au niveau de chaque région pour le prélèvement SME, le prélèvement Maastricht 3, la greffe totale, la greffe DV. Donc il y a des objectifs, courbe basse, courbe haute, pour qu'on sache où on va et qu'on puisse rectifier le tir si nécessaire. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important avec ce gros travail de modélisation qui a été mené, avec certes des imperfections, parce que c'est quand même difficile de se projeter à 2026 quand on ne sait pas comment on va s'organiser au bloc opératoire la semaine prochaine, mais on va essayer de s'y tenir. L'activité d'honneur vivant, ça nous tient à cœur. Les objectifs, ils ne sont pas simplement les objectifs de l'agence, ils sont des objectifs à la fois de l'agence, mais aussi des objectifs des équipes et des ARS. Clairement, l'agence va essayer de faire son travail, elle est là pour ça. Dans les établissements, il faut effectivement qu'on arrive à promouvoir le don vivant, ça c'est très important, qu'on puisse avoir un accès au bloc opératoire, qu'on développe les chartes, qu'on mette en place les RCP. Actuellement, on travaille sur les recommandations d'EV avec ce GT national qui devrait rendre ses conclusions au premier quadrimestre 2023 pour mettre à jour des recommandations qui datent de 2009. Et puis, on espère qu'on pourra à terme intégrer les IPA dans ce fantastique projet. L'ARS et la DGOS ont aussi leur mission. La mission n'est pas simplement une mission institutionnelle de l'agence. Tout le monde a à participer à cette charge de travail si on veut, bien évidemment, avoir des résultats à l'issue de ce plan greffe. Alors, on est financé, Michel le disait, 210 millions d'euros spécifiquement dédiés à ce plan greffe. C'est le premier plan greffe qui est spécifiquement financier avec un financement de l'innovation organisationnelle et technique et puis aussi une optimisation des financements actuels, donc forfait prélèvement, forfait greffe dans un sens plus incitatif. On a commencé, comme le disait Michel, sur les machines à perfuser les reins. Il y aura pour les équipes qui n'ont pas été dotées un second financement au premier trimestre 2023 et on va continuer à avancer. On avance sur le foie également. On travaille à terme sur les machines à perfuser les cœurs dès qu'on aura des sources scientifiques et un appui des sociétés savantes, bien évidemment. Alors, on bosse sur les financements avec le pôle OFAS chez nous. Bien évidemment, cette année, l'objectif, c'est les forfaits PO, les forfaits tissus et les forfaits greffes. On a déjà bien travaillé sur les maps, comme je vous l'ai dit, et on continuera à avancer. L'objectif aussi pour nous, c'est d'essayer de flécher ces financements, non plus par numéro finesse d'établissement de santé, mais plutôt par service, de façon à ce que chacun sache combien il coûte, mais également combien il rapporte. Charge aux établissements de santé d'être en lien avec les équipes, avec les contrôleurs des gestions pour faire un point semestriel du bilan des finances. Et je crois que ça, c'est important d'acquérir cette culture. En conclusion, je suis désolé d'avoir dépassé l'horaire, mais c'est vrai que dès qu'on me demande de parler du plan greffe, je ne sais pas m'arrêter. Donc c'est un plan ambitieux, réaliste et novateur. On s'est beaucoup engagé sur ce plan.
On est bien évidemment conscient que ce plan-là, on ne le mènera pas tout seul, on le mènera avec les professionnels de santé, les établissements de santé, les directions hospitalières, les CME, les tutelles sanitaires, les sociétés savantes et les représentants des associations de patients. Et on n'arrivera à atteindre ce plan greffe que si on est tous mobilisés dans le même sens. Il est clair que si on commence tous à tirer dans un sens différent, on n'y arrivera pas. Donc c'est un appel à tous travailler communément dans l'intérêt, dans le seul intérêt qui est important pour nous, c'est l'intérêt bien évidemment des patients et des concitoyens qui sont en attente de greffe d'organes et de tissus aujourd'hui en France. Je vous remercie. Merci beaucoup, logoréique mais passionnant François Kerbol. On n'aura pas le temps pour les questions, mais je crois que tu restes avec nous aujourd'hui, donc on peut te poser des questions au cours de la journée. S'il n'y a pas de greffe sans prélèvement, il n'y a pas de prélèvement sans réseau. Et on voulait mettre en lumière deux réseaux du Grand Ouest et du Sud-Ouest. Et donc, avec des retours d'expérience. Donc, j'appelle Thomas Kerfern pour le réseau Picto-Charentais. Et puis, on aura le plaisir aussi d'avoir Julien Rogier qui nous parlera du réseau Sud-Ouest. Corentin. Thomas, en 3 minutes. Merci beaucoup. Ma thèse en 3 minutes. Merci Antoine. Bonjour à tous. Merci d'être là pour ce congrès Ouest Transplant à Angoulême. Et donc, je vais vous présenter brièvement notre réseau de coordination du Poitou-Charentes. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Globalement, vous savez où c'est, mais je le reprécise, le Poitou-Charentes, c'est là. Et notre réseau comprend le CH d'Angoulême où nous sommes, le CH de La Rochelle, le CH de Saintes, de Niort et le CHU de Poitiers. Un réseau, la force du réseau, c'est l'ensemble des moyens humains et matériels et de cognition. Globalement, c'est la mise en commun d'un certain nombre d'éléments que je vais grouper de cette manière-là et je vais vous les expliquer, encore une fois, assez brièvement. L'idée, c'est qu'on a quelque chose de synergique. Sur le matériel, actuellement, ce qui est dans le régalien, c'est l'usage des machines à perfuser rénale. C'est le CHU qui possède les machines, qui distribue au réseau en cas de besoin, ce qui permet un contrôle des coûts et permet en fin de compte de contrôler et le matériel et un système de navette performant. L'autre élément matériel évident, c'est l'HLA, où on a un laboratoire performant que je salue, qui permet d'avoir des réponses rapides sur les demandes de qualification des donneurs issus du réseau. Peut-être que ces choses sont amenées à évoluer. On a une évolution sur les machines à perfuser, ex vivo, pour l'instant aux mains des centres greffeurs, mais pourquoi pas un élargissement de ces moyens de réanimation ex vivo au sein des réseaux de proximité. Sur la cognition, et à mon avis c'est un des éléments les plus importants, c'est le travail d'équipe, discuter entre nous et faire du partage d'expérience et des éléments d'échange. Au sein du réseau, on fonctionne en se voyant au moins 3 fois par an, en tournant d'un centre à l'autre. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas centralisé sur le CHU, ni géographiquement, mais nous tournons entre les centres du réseau de manière à ce que chacun participe à l'organisation et à l'animation du réseau. La période Covid, évidemment, n'a pas été faste pour cet exercice. Et donc, on a mis en place des systèmes de visioconférence, un peu homemade, parce que malheureusement, les centres hospitaliers n'ont pas les mêmes systèmes de visio. Et ça a été une difficulté qui reste présente. Mais voilà, ça a permis de maintenir le lien dans ces périodes difficiles. Au sein du réseau, on a mis en place des partages d'expériences avec un formaliste, IRETEX, RMM, avec différentes thématiques. Ça, c'est les plus récentes qu'on avait eues. Sur difficulté d'abord des proches, partager comment on a résolu des difficultés locales, des gestions d'OML. On a une région sur notre région, le CHU est un centre de recours, notamment de traumatologie, et des fois d'interaction avec les systèmes judiciaires de Charente-Maritime, de Charente, voilà, Orvienne.
On a eu un cas clinique de difficulté de détermination d'un groupe sanguin lors d'une transfusion massive où il n'y a pas eu de prélèvement au préalable, donc on s'était sorti avec 1 myélogramme. Donc voilà, ces différents partages d'expérience permettent d'augmenter le savoir et le cognitif des différents éléments du réseau. Hop, pardon. On a mis aussi en commun différents protocoles de soins avec un livret d'informations prélèvement de cornée. Donc chaque centre du réseau dans le pot commun propose les outils qu'il a mis en place et pour une harmonisation de la prise en charge et de nos process au sein du réseau. Donc ça, c'est à titre d'exemple des choses qu'on a mis en place récemment. Donc les livrets d'informations au prélèvement de cornée, la feuille de débriefing d'abord des proches, protocole d'abord anticipé, l'épreuve d'apnée, certains éléments de réanimation du donneur. Évidemment, je n'avais pas prévu tout détailler, mais vu le temps, je ne le ferai pas de toute façon. À titre d'illustration, voilà le livret d'informations sur les cornées qui avait été proposé par l'équipe de La Rochelle et qui on utilise maintenant sur l'ensemble du réseau. Sur le protocole d'abord anticipé, François Carbol a ressouligné l'importance d'aller chercher les donneurs hors dehors des réanimations et c'est un petit travail qu'on avait fait avec les collègues de médecine d'urgence au sein du réseau et qui, à mon avis, il faut refaire au sein des unités neurovasculaires avec ce référentiel qui avait permis, alors je vais un peu plus vite, sur une méthodologie de travail avant-après, hop, je passe un peu, d'améliorer le nombre et de patients recensés, et de patients en réanimation, et de patients prélevés. Travail extrêmement simple méthodologiquement, pas très difficile à mettre en place, et qui a des résultats, malgré tout, qui sont non négligeables, et donc sur lequel voilà, les outils simples permettent d'augmenter le score et le prélèvement. Évidemment, les travaux de recherche communs, que je ne détaille pas parce que ça dépasse le niveau du réseau. Et dans l'avenir. Dans l'avenir, on l'a cité, le projet de Sérène Mobile. Angoulême est un des premiers candidats à s'être positionné. Probablement, on va pouvoir bosser avec d'autres centres du réseau. Donc l'idée, évidemment, est de pouvoir proposer en appui les moyens inhérents au CHU pour aider les collègues à développer leur activité de Maastricht 3. Les modalités sont en cours de discussion et avec Angoulême et au sein du groupe de travail de l'agence. La tomopathologie, on a un projet régional avec le GS Nova sur de la napate décentralisée, ce qui permet d'aider, c'est un des points grattants de l'activité de prélèvement d'organes, arriver à qualifier rapidement le donneur des lésions suspectes. Il n'y a pas beaucoup de centres qui ont de la napate H24, ça permet de mettre en commun des moyens de travail collectif. La vie dermatologique, là aussi, c'est pas parfait, il y a certains centres qui le font. Au sein du réseau, on est en discussion avec l'équipe de dermatologie de Poitiers pour pouvoir avoir, lors le cas échéant, un avis qui ne sera pas parfait, puisque évidemment faire la médecine en général sans voir le malade, c'est compliqué, mais ça peut déjà donner des éléments pour avancer les dossiers. Après, toujours la même question, problème de comment on finance ça, comment on gère ça lors de sa mise en place fonctionnelle. Donc tout ça, c'est en gestation. La filière de prélèvement, là, c'est un échange entre ces différents points et tout ça avait été mis en difficulté lors de la crise sanitaire. C'est extrêmement fragilisé et en pratique, quasiment tous les points qu'on voit de ce quatuor. Et ce qui explique les difficultés qu'on a pu rencontrer les derniers mois, dernières années sur le prélèvement, puisque les urgences, les réa, les coordinations, le bloc, qui est un des points grattants en ce moment, sont des points majeurs indispensables. Et si un de ces éléments dysfonctionne, on ne peut pas être performant. Et une des forces du réseau, c'est peut-être essayer de réfléchir à comment pallier les difficultés des uns et des autres sur un raisonnement collectif régional. Par exemple, est-ce qu'il y a des réflexions à ce sujet Est-ce qu'il ne faut pas avoir une réflexion sur des équipes territoriales de prélèvement? Alors, ça n'implique pas forcément que de la chirurgie, mais il y a quelque chose alors, à inventer, non, parce que ça existe dans d'autres pays, mais en tout cas, à voir comment on peut faire quelque chose maison pour aider à la mise en place de ce type de système.
tout ça, ça implique de l'investissement financier et surtout humain. Pour faire ça, il faut des bras et donc il faut absolument investir dans l'humain, recruter des gens, recruter des chirurgiens, recruter des coordinations, des infirmières. Et donc, c'est des raisonnements qui, au sein des réseaux, doivent, à mon avis, dépasser les établissements, en tout cas arriver à quelque chose de collectif pour avoir une solution collective parce que tout le monde n'est pas malade de la même chose au même endroit. Il y a des centres hospitaliers, des fois le bloc ne va pas, le reste va bien. Des fois c'est la réa qui ne va pas. Voilà, donc il faut arriver à un élément collectif pour essayer de pallier aux difficultés qui sont plutôt pas synchrones entre les uns et les autres. Merci de votre attention. Et évidemment, je suis ouvert aux questions. J'ai rattrapé le retard, Président. Oui. C'est très très bien, mon petit Thomas. Très bien. Bon, merci à toi. On discutera peut-être très rapidement après le témoignage de Julien Rogier, qui est donc ton homologue au CHU de Bordeaux, qui est responsable de l'équipe de prélèvement et de coordination. Donc Julien, tu vas nous parler du réseau Corentin. En 3 minutes également. Bon, merci beaucoup du coup pour l'invitation et je vais essayer de faire effectivement aussi très rapidement. De toute façon, on va avoir pas mal de redites par rapport aux 2 présentations précédentes. Donc, je me suis permis de mettre ce beau bateau du coup qui fait quand même aussi la liaison entre la Charente et la Gironde, qui malheureusement ne navigue pas trop en ce moment, mais c'est un petit clin d'œil. Donc d'abord, Corentin, c'est le nom du réseau aquitain, ce qui veut dire coordination organes anter-aquitain. C'est un réseau qui existe depuis les années 2000, donc qui a été mis en place sous l'impulsion du CHU de Bordeaux, mais qui a été mis aussi en place grâce au soutien de l'Agence de la biomédecine et plutôt de son ancêtre, l'établissement français des greffes, avec un constat qui était simple, c'est qu'au début des années 2000, la région Aquitaine, ancienne Aquitaine, du coup, était en retard par rapport aux autres régions françaises, avec un taux moyen de prélèvement qui était inférieur à la moyenne nationale. Donc l'objet, ça a été de développer un maillage territorial, et du coup, le réseau s'est constitué entre 2000 et 2010, avec progressivement des ouvertures de centres, comme vous voyez, qui ont commencé par le sud de la région et qui sont montés jusque dans le nord, avec comme objectif d'ouvrir un centre par département pour permettre à nos concitoyens d'avoir un centre de prélèvement à proximité, le cas échéant, pour le don d'organes. Je ne vais pas repasser sur cette diapositive, c'est une synthèse de pratiquement tout le topo de M. Kerbaul, mais bon, effectivement, le constat, c'est que finalement, les listes d'attente explosant, le développement des réseaux de prélèvement, et en particulier des réseaux opérationnels de proximité, c'est pour permettre d'avoir plus d'organes pour faire plus de greffes. Alors, l'évolution du réseau, comme je vous disais, au début des années 2000, on était plutôt en retard. Et finalement, ce que l'on voit sur la partie droite de la courbe, qui est un petit peu dur à lire, mais bon, je ne vais pas avoir trop le temps de la détailler, c'est que initialement, jusqu'à 2007, on avait un taux moyen de recensement et de prélèvement par million d'habitants qui était en dessous de la moyenne nationale. Et depuis 2007, la région Aquitaine est plutôt en moyenne supérieure en termes de recensement et de prélèvement à la moyenne nationale. Et sur la courbe de gauche, ce que je trouve relativement intéressant, c'est que ce qu'on peut voir, c'est que l'activité du CHU, finalement, elle est relativement stable sur les 10-15 dernières années. Et finalement, en structurant le réseau, ce que l'on voit, c'est qu'on a une augmentation des autres centres du réseau qui se mettent à prélever de plus en plus. Et actuellement, j'en suis assez fier, finalement, il y a plus de prélèvements dans les autres établissements préleveurs de la région Aquitaine qu'au CHU. Donc finalement, actuellement, plus de la moitié des prélèvements en Aquitaine se font hors CHU. Donc c'est ça vraiment l'objet principal du réseau. Donc l'objet du réseau, ce n'est pas effectivement avoir que des objectifs chiffrés, mais c'est de travailler aussi étroitement avec les instances. Et ce que je ne vous ai pas trop dit, mais en gros, l'objet de ce réseau, c'est d'être un outil de travail professionnel pour les coordinations, où, comme avec la région Poitou-Charentes, on organise des réunions d'enseignement. C'était 2 fois par an initialement, maintenant c'est plus qu'1 fois par an. On organise aussi conjointement avec les équipes de l'ABM des visites sur site pour en particulier faire des formations sur les machines de perfusion rénale qui, tout comme dans le réseau Poitou-Charentes, sont mises en commun. La biologie, le HLA, c'est exactement pareil qu'en Poitou-Charentes, tout est centralisé, mais tout est mis en commun aussi avec le réseau. Mais l'objectif du réseau, ce n'est pas simplement de
d'avoir des réunions professionnelles, c'est aussi de travailler avec les associations de patients. Donc il y a des réunions qui sont aussi organisées au niveau de la région avec les associations de patients et aussi avec tout un tas d'autres centres non préleveurs qui peuvent nous permettre de détecter des donneurs supplémentaires, mais aussi des centres où il n'y a pas de donneurs, mais dans lesquels des informations pour le grand public peuvent être faites. Donc Corentin, c'est 50 établissements finalement qui sont membres de ce réseau. Les projets un peu d'avenir, c'est effectivement de développer le M3. Comme l'a dit M. Kerbol, bon, c'est vrai que la région Aquitaine n'a pas, pour l'instant, totalement brillé encore dans le cadre du M3. Il faut dire qu'on a commencé un peu tardivement. Je remercie d'abord le centre hospitalier de Périgueux, qui a commencé tardivement le prélèvement sur les donneurs en état de mort encéphalique et qui s'est mis le premier dans la région Aquitaine à se lancer sur le M3 de manière totalement autonome. Nous, on a commencé après eux et l'objectif maintenant, c'est de mettre en place, selon les recommandations des sociétés savantes et de l'Agence de la biomédecine, une CRN mobile parce que très probablement, ça va permettre de s'affranchir de certaines difficultés et surtout de permettre un taux de conversion élevé et d'éviter les échecs dans les centres pour l'instant non autorisés. Donc l'objectif, c'est effectivement de travailler sur ce type de procédure et de déployer, grâce à l'UMAC du CHU, je dirais, une équipe qui pourra aller travailler dans les centres du réseau. Je vais passer assez rapidement parce qu'on n'a pas trop le temps, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé parler un peu des à côté du réseau. C'est aussi des manifestations organisées dans toutes les coordinations sur les lieux de mémoire qui ont été créés spécifiquement sous l'imposition du CHU de Bordeaux d'abord, parce que notre monument, nous, il existe depuis 2003, mais des monuments ont été créés dans l'ensemble des établissements du réseau, le dernier à Dax. Et celui que je vous montre aussi sur la gauche, qui a été créé, c'est un deuxième qui a été fait au niveau du CHU de Bordeaux sous l'impulsion des associations, ce qui permet aussi de travailler avec les associations et de leur permettre aussi de participer à des choses qui leur tiennent à cœur. Et très très rapidement aussi, pour vous dire qu'en Aquitaine, on a essayé de travailler aussi avec toutes les coordinations sur une prise en charge un peu standardisée de la place du deuil et de l'accompagnement des familles. Alors, je ne vais pas trop avoir le temps de vous expliquer. Le deuil, c'est quand même quelque chose d'important et qui est très fréquent chez les proches de donneurs. C'est fréquent parce que ça survient essentiellement dans le cas de morts subites non attendues, avec une prévalence, comme vous voyez dans les études, qui est aux alentours de 70 à 80% dans ces types de situations, alors que normalement, elle doit être d'environ 5 à 6%. Et effectivement, on avait réalisé une étude au niveau de notre établissement qui retrouvait un taux de deuil compliqué aux alentours de 50% dans nos cohortes de patients, sur une centaine de proches de donneurs. Mais tout un tas d'études, en particulier réalisées en France par le groupe Famille REA, permettaient de trouver des chiffres totalement identiques aux alentours de 50%. Et le message, c'est de dire effectivement qu'il y a beaucoup de deuil dans nos populations de proches de donneurs, mais que finalement, s'il n'y a pas de surrisque en allant demander le prélèvement d'organes de créer du deuil, c'est bien au contraire, grâce à la professionnalisation et l'accompagnement empathique de toutes les équipes de coordination et des infirmières de coordination, au contraire, on pense que ça peut même permettre de diminuer la prévalence de ce type de pathologie chez les proches de donneurs. Je passe rapidement. Donc, ce qu'on a mis en place, effectivement, c'est une sorte de prise en charge un peu standardisée avec des envois d'échelles à 2 et à 6 mois. Et si ces échelles détectent des troubles pathologiques, d'envoyer au niveau des médecins traitants. Et ça, c'est les coordinations qui s'en occupent. Alors, pas toutes celles du réseau encore, mais on essaie de le développer. Des mots standardisés signés par les médecins de coordination pour inciter les médecins traitants à orienter ces patients vers ses proches vers des professionnels de santé mentale. Je terminerai du coup par les projets. Effectivement, les projets, c'est de fêter les 20 ans en 2023 de notre lieu de mémoire et de travailler du mieux qu'on peut entre coordination et aussi en lien avec les associations de greffés. Et donc le réseau, la force du réseau, c'est quoi ? Le prélèvement, c'est essentiellement de travailler en réseau. Et un réseau de prélèvement, c'est s'intégrer dans un autre réseau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. C'était parfait pour rattraper le temps. Des questions dans la salle pour le professeur Kerbol ou
nos deux responsables de réseau. Ouais, c'est maintenant. Hein. Ouais, on a un petit peu... Ouais. Mathias Huchler. Puisque c'est un sujet un peu délicat, mais vous avez parlé des associations que vous intégrez avec le réseau, en tout cas dans la coordination. C'est quel type d'association? C'est la DOT qui historiquement est quand même la plus ancienne et tout ça, mais est-ce qu'il y a en fait une association des anciens donneurs, de la famille, des proches et tout ça? Est-ce que ça existe? Je ne le sais pas, mais peut-être nous dire. Oui, alors effectivement, il y a une association qui est basée dans l'Ain qui s'appelle Aller la vie, avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler, mais il y en a très peu. Dans les ADOT, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des proches de donneurs aussi qui militent dans les ADOT. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la présidente de France ADOT, elle habite juste à côté d'Angoulême aussi. C'est quelqu'un d'extrêmement ouvert avec qui on peut discuter. Et pour tout vous dire, bon, c'est vrai que j'ai la chance de discuter dans ma région avec des associations extrêmement professionnelles, et donc il n'y a pas de tension. Et il y a d'autant moins de tension d'ailleurs qu'on les invite dans nos réunions et du coup ils peuvent prendre la parole, on les fait participer à des projets et c'est un vrai plus aussi d'avoir les associations avec nous. Bon, il y a une association qui pose un peu plus de problèmes, mais comme elle est plutôt à Paris, je dirais, moi j'ai la chance de ne pas l'avoir dans ma région. Bonjour, Jacques Jougon, je suis chirurgien transplanteur. Je voudrais faire un commentaire et plus une réflexion d'ordre général. Je suis très content de voir les moyens financiers qui sont donnés, octroyés pour le projet. Une réflexion plus globale, je vois une diminution de l'attractivité pour globalement les services hospitaliers publics, avec une fuite vers les hôpitaux, les secteurs privés. Y a-t-il une envie, une réflexion sur l'ouverture de l'activité de transplantation pour le secteur privé? Est-ce que ça se fera un jour? Est-ce que c'est cadenassé parce que on veut développer la greffe qui est réservée uniquement, pour l'instant, dans le secteur public? Est-ce qu'il y a une ambition de... Je crois que c'est vraiment une question pour l'Agence de la biomédecine, ça. Moi, je pense que c'est une question de directeur général d'agence de biomédecine, plutôt. Alors, je vais peut-être appeler Madame Cortot-Boucher pour nous aider. Peut-être que Michel a une réponse. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je vais répondre sur le plan opérationnel et peut-être Michel répondra sur le plan politique. Aujourd'hui, effectivement, la quasi-totalité des transplantations en France ont lieu soit dans les CHU, soit dans quelques établissements de santé publics à but non lucratif et qu'il n'y a pas de transplantation d'organes en secteur privé à but dit lucratif. Est-ce que ça doit évoluer? C'est plutôt Michel qui est en lien avec le ministère qui pourrait nous dire s'il y a des discussions, des réflexions à ce sujet-là. Moi, à mon niveau opérationnel, je dirais qu'aujourd'hui, il faut vraiment arriver à donner les moyens et asseoir les organisations pour les CHU pour permettre à cette transplantation de se poursuivre. Or, aujourd'hui, certains CHU sont beaucoup en difficulté. Ce qui est important pour nous aussi, ce n'est pas simplement de transplanter, comme je le disais, mais de suivre ces greffés. Parce que si on veut suivre ces greffés et si on veut leur donner une qualité de vie, il faut pouvoir les suivre correctement. Après, l'ouverture au privé, j'avoue que moi, j'ai pas de religion et peut-être que Michel peut nous éclairer sur un plan plus politique, je pense. Merci François. Merci pour votre question. C'est une question difficile. Aujourd'hui, le privé n'est pas écarté de la transplantation, puisqu'il y a des centres privés, des ESPIC, qui ont une activité de transplantation, comme par exemple la Foch. L'activité de transplantation, elle repose sur un cadre réglementaire qui est assez contraignant pour les établissements. Et le privé à but lucratif, c'est-à-dire les cliniques, ne sont pas, pour l'instant, en tout cas, en mesure d'animer ce cadre technique en respectant les contraintes réglementaires. Et donc, la question ne se pose pas en ces termes. Mais si vous me permettez, je rebondis sur votre question et je m'interroge si l'ouverture au public, au privé,
serait de nature, de votre point de vue, à améliorer l'attractivité de cette activité dans le secteur public. Il me semble plutôt que il faut qu'on travaille ensemble, à votre écoute, pour savoir quels sont les éléments qui permettraient d'améliorer l'attractivité. De notre côté, on a mis en place un certain nombre de formations. Par exemple, on a mis en place des formations pour les internes. Mais je crois que l'information qui vient des acteurs de première ligne, c'est que quand on se forme à la transplantation dans le secteur public, et qu'on est interne, par exemple, ou jeune chef de clinique, eh bien, il faut qu'on puisse envisager la suite de sa carrière en lien avec cette activité. Et c'est plutôt à ça qu'on devrait s'atteler, de mon point de vue, plutôt que de s'interroger, de savoir si on peut faire cette activité dans le privé. Et on pourrait aussi réfléchir à savoir comment on pourrait ouvrir les centres privés, non pas à l'activité de transplantation, mais de prélèvement. Parce qu'il y a un certain nombre de cliniques privées qui ont des grosses réanimations, qui peuvent aujourd'hui participer au prélèvement, et dont ce serait peut-être un message intéressant que, de mon côté, je serais prêt à porter, d'aller voir et de dire, voilà, il n'y a pas d'activité de réanimation dont la mission se termine avec le décès du patient, si on n'a pas envisagé comment on peut faire de ce décès un contributeur à un plan qui est d'intérêt national. Mais aujourd'hui, il y a donc, on peut avoir une continuité d'activité en transplantation si on rejoint une ESPIC qui participe à de la transplantation, mais c'est plus lié au projet d'établissement que vraiment à une contrainte réglementaire qui empêcherait ces établissements d'accéder à l'activité de transplantation. N'oublions pas que pas de transplantation sans prélèvement. Et donc le prélèvement fait partie de ces activités qui, elles, pourraient être élargies aux cliniques privées, de mon point de vue. Et c'est déjà le cas d'ailleurs. Il y a déjà un certain nombre en France, elles ne sont pas nombreuses, mais d'établissements de santé privés qui ont des coordinations hospitalières de prélèvement d'organes et de tissus. Donc ça existe déjà en termes de prélèvement, pas en termes de transplantation, clairement, mais en termes de prélèvement, on a quelques exemples d'établissements de santé privés à but lucratif qui participent. Et pour prolonger votre question qui pose celle de l'attractivité de l'activité de greffe au sens large à l'hôpital public, on a parlé du pas de greffe sans prélèvement. Le prélèvement, ça passe aussi par la juste rémunération de l'ensemble des acteurs, je pense aussi aux chirurgiens, et qu'il n'y ait pas d'hétérogénéité sur le territoire pour un même geste, que le chirurgien préleveur notamment et les équipes soient correctement rétribués, que ce soit à Toulouse ou à Lille, à Brest ou à Strasbourg. Et donc je crois que le plan de greffe aussi là-dessus porte une attention particulière à la juste rémunération des équipes, et l'attractivité passera aussi, il faut le dire, aussi par là. Voilà, mais je crois qu'on peut clore cette session en remerciant les différents intervenants. Merci. On va rapidement passer à la bourse Ouest Transplant, qui cette année s'appelle la bourse Bourbigo. Et j'appelle le docteur Anne Graal de Brest, qui va remettre cette bourse. Et Anne, tu vas nous expliquer pourquoi ça s'appelle la bourse Bourbigo en quelques secondes. Et puis on va également appeler l'heureux élu, en tout cas le représentant de l'équipe qui a été sélectionné pour recevoir cette bourse, le docteur Erwan Fleischer. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir participer aujourd'hui à cette remise de bourse, donc qui s'appelle cette année la bourse Bernard Bourbigo. Alors Monsieur Bourbigo était néphrologue, formé à Nantes, il est arrivé à Brest pour ouvrir le centre de transplantation rénale, grâce à l'aide des chirurgiens bien sûr et des biologistes. La première greffe avait eu lieu en mars 1985. Monsieur Bourbigo était particulièrement attaché à Ouest Transplant. Et donc c'est pour cette raison que l'association, il est décédé malheureusement en activité il y a quelques années, et c'est pour cette raison que l'association qu'il présidait a décidé de participer en faisant un don à Ouest Transplant pour la bourse, dont je suis ravie d'apprendre l'équipe lauréate. Bonjour à tous. Donc merci beaucoup. Si on peut lancer la diapo de... Donc, merci beaucoup. Donc, je ne suis pas Nicolas Patou, je m'appelle Erwan Fleischer, je suis chirurgien cardiaque au CHU de Rennes. Donc, comme je suis chirurgien et que c'est un projet de recherche fondamentale, je vous promets de rester dans les temps impartis, rassurez-vous. Donc, Nicolas, il est en Master 2, en fait, et les cours sont obligatoires et il n'a pas pu se libérer. Donc, voilà. Donc, c'est une étude originale
qu'on veut lancer là au CHU de Rennes sur une machine de perfusion de greffon cardiaque qui s'appelle l'Organ Care System, dont vous avez sûrement entendu parler, pour étudier et de voir un petit peu l'activation endothéliale des greffons qui sont placés dans cette machine. Donc la défaillance primaire de greffons reste encore une cause de mortalité importante en transplantation cardiaque, avec des machines qui commencent à arriver avec un peu de retard par rapport aux autres organes, mais qui arrivent enfin pour le cœur, dont on ne sait pas très bien ce qui se passe pour notre greffon et notamment pour son endothélium lorsqu'il est placé dans cette machine. Donc l'idée, c'est une étude qui va être faite sur 2 ans avec une période d'inclusion de 18 mois. Alors il y a relativement peu de patients, vous allez voir, il y a 5 patients parce que c'est des dispositifs qui coûtent très cher, avec toute une série de prélèvements. Toute une série de prélèvements que je vais vous détailler un petit peu, et on va regarder donc un certain nombre de molécules, notamment celle-ci, l'angiopoïétine 2, dont vous pouvez être sûr qu'elle est très importante. Donc voilà, une série de prélèvements comme je vous le disais. Donc avant de commencer, donc on va prélever avec cette circulation extracorporelle. Vous avez peut-être déjà vu, on en a déjà parlé ici à West Transplant. Donc c'est de la conservation active, normothermique, oxygénée, etc. Et donc avant de démarrer, on fait des prélèvements, et ensuite à chaque heure, etc. On fait des prélèvements avant de refroidir le cœur, avant de faire la greffe, après, etc. On fait des prélèvements sur cette solution qui est un mélange notamment de sang du donneur, et puis un certain nombre de molécules de la soluté de préservation. Et on va donc à chaque fois prendre 3 tubes, etc. Alors il y a un certain nombre d'analyses à faire, et un certain nombre de marqueurs qui ont des coûts évidemment, des coûts de manipulation, des coûts de matériel, et c'est essentiellement sur ces coûts de matériel et d'analyse que va être utilisé l'argent de West Transplant, qu'on remercie naturellement encore une fois. Voilà, les retombées, c'est que ce serait la première étude dans le domaine. Dans notre connaissance, donc, c'est sûr que les machines de perfusion au cœur arrivent tout juste, mais il n'y a rien sur l'activation de l'endothélium dans ces dispositifs de perfusion. Donc ce serait une première. On va essayer de voir si on arrive à identifier des marqueurs qui seraient intéressants, sur lesquels on pourrait intervenir pour limiter la défaillance primaire du greffon, et essayer d'affiner un petit peu la réanimation du greffon, parce que pour l'instant, on n'a pas grand-chose à part les lactates, le pH. Donc on a une réanimation du greffon qui est somme toute assez sommaire, et on espère pouvoir avancer un petit peu dans cette recherche de perfusion et notamment donc d'activation de l'endothélium. Voilà, donc au niveau légal, on a déjà bien abordé les choses avec le CNIL, le comité d'éthique, etc. Et on est dans les clous. Voilà, donc vous voyez que c'est un projet tout à fait transversal, avec bien sûr, donc ce sont des anesthésistes réanimateurs qui sont aux commandes ici à Rennes, mais il y a aussi des chirurgiens ici, il y a un perfusionniste, il y a des chirurgiens ici aussi, il y a aussi les gens de l'hémostase rennaise, etc. Donc vous voyez, c'est un travail d'équipe et qui va pouvoir être conclu et aboutir et être mis en branle grâce à cette bourse. Donc encore une fois, un grand merci à tous, et je rends la parole. Merci beaucoup. Alors je vous propose, on va prendre environ 15 minutes de pause, à l'issue desquelles on va dédoubler les sessions. Dans cette salle, donc la salle Nemo, auront lieu les sessions paramédicales. Et dans la salle qui est juste adjacente, la salle Lalou, auront lieu les sessions médicales. Donc je vous invite pendant ce quart d'heure, où quelques viennoiseries vous seront proposées, d'aller visiter les stands des laboratoires partenaires de West Transplant qui nous ont permis d'organiser le congrès. Je vous en remercie. Et qui sont juste à l'étage au-dessus.